Ma femme m'a trompé et m'a reproché de trop travailler. Je pensais construire une vie. En réalité, je construisais un alibi. Chaque matin, je partais avant même que le soleil n'ait vraiment décidé de se lever. Café dans une main, téléphone dans l'autre, et mon alliance faisait ce petit éclat discret comme si elle m'encourageait. Je m'appelle Julien. Et pendant des années, mon emploi du temps ressemblait à une lettre de rançon, faite de réunions, de délais, d'appels tard le soir, et de ce silence particulier que l'on ressent quand on ouvre la porte de chez soi et que personne ne demande comment s'est passée la journée. Je me disais que c'était temporaire, juste jusqu'à la promotion, juste jusqu'à l'achat de l'appartement, juste jusqu'à ce qu'on respire un peu. Ma femme Léa m'attendait avant. Au début, elle restait assise sur le canapé, avec un plaid et une série en pause, comme si elle retenait toute la soirée, jusqu'à mon arrivée. Puis elle a commencé à aller se coucher, puis à aller se coucher dans le noir, puis à aller se coucher, et je ne savais même plus si elle dormait ou si elle faisait semblant de ne pas être déçue. Ce qui, honnêtement, est un talent que je n'ai jamais maîtrisé. Un soir, j'ai fait tomber mes clés un peu trop fort, et elle a dit, depuis la chambre, fais moins de bruit, comme si j'étais un inconnu qui louait une chambre. Je suis resté dans le couloir, ridicule dans mon costume, avec un sac de plats à emporter, qui sentait le micro-ondes du bureau, et je me suis dit, d'accord, demain je répare ça. Ce que les gens disent quand ils veulent se sentir responsables sans rien changer. Le lendemain, j'ai apporté des fleurs, parce qu'on apprend aux hommes que les fleurs sont un raccourci vers la disponibilité émotionnelle. Léa a souri, m'a remercié, les a mises dans l'eau, et ne les a plus jamais regardées. Plus tard, elle m'a dit « Julien, je ne veux pas de cadeau. Je te veux toi. » J'ai ri un peu parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et ce rire a été ma première vraie erreur. Pas les longues heures, pas les dîners ratés. Le rire. Il lui a dit que je ne l'écoutais pas, qu'elle parlait une langue que je ne respectais pas. Je l'entends encore parfois quand j'essaie de m'endormir, comme un vieux message vocal impossible à supprimer. Quelques semaines après, nous sommes allés à l'anniversaire d'un ami. J'ai promis de ne pas regarder mon téléphone. Je l'ai même posé écran contre la table, comme si c'était un acte héroïque. Et pendant la première heure, j'étais présent. Vraiment présent. J'écoutais. Je plaisantais. Je touchais la main de Léa sous la table. Et elle me regardait avec cette expression chaude et surprise, comme si elle venait de retrouver une version de moi qu'elle croyait partie depuis longtemps. Puis mon écran s'est allumé. Juste une fois. Un message de mon patron. Et avant même de m'en rendre compte, j'ai regardé, puis répondu. Puis je me suis levé pour prendre l'appel dehors. L'air était froid et sec. Mon patron parlait de chiffres, de risques, de délais. Et je hochais la tête au téléphone, comme si hocher la tête pouvait changer les maths. Quand je suis revenu, Léa souriait encore. Mais ce sourire n'atteignait plus ses yeux, et elle n'a plus repris ma main. Plus tard dans la voiture, elle a dit « Tu les as encore choisis ?» Et j'ai répondu « Ce n'était qu'un appel. » Et elle a dit « Ce n'est jamais qu'un appel. » Et j'ai dit « Tu veux que je perde mon travail ?» Et elle a regardé par la fenêtre en disant « Je veux que tu sois mon mari. » Puis elle s'est tue. Ce silence qui donne l'impression que la pièce retient son souffle. Après ça, elle a commencé à changer de petites choses. Elle s'est inscrite dans une salle de sport plus loin alors qu'il y en avait plusieurs plus proches. Elle a acheté une nouvelle gourde qui donnait l'impression d'appartenir à quelqu'un qui avait des projets. Elle a commencé à porter du parfum les jours ordinaires. Pas beaucoup. Juste assez pour que quand je l'embrasse en partant, je le sente. Et que j'ai l'impression d'avoir raté une information importante. Je lui ai parlé de la salle de sport. Elle a dit que ça l'aidait à se vider la tête. J'ai dit que c'était bien. Avec cette voix de mari fière. Comme si je la soutenais vraiment. Elle a répondu « Oui, c'est bien d'avoir quelque chose qui m'appartient. » Et il y avait une pause sur le mot « m'appartient » qui sonnait comme une porte qui se ferme. Je me suis dit que c'était normal. Que les couples ont chacun leurs activités. Indépendance saine, tout ça. Je l'ai même dit à voix haute à un collègue divorcé nommé Romain, qui agissait toujours comme si le mariage était un abonnement qu'on oublie de résilier. Romain a dit « L'indépendance c'est bien, jusqu'à ce que ça devienne une stratégie de sortie. » Et j'ai ri, parce qu'il disait toujours des choses dramatiques. J'ai encore ri, sans comprendre que l'univers essayait peut-être de m'apprendre quelque chose, par la répétition. Et je ne savais pas encore que ce rire me coûterait presque tout. Puis, il y a eu ce jeudi soir qui a complètement reprogrammé mon cerveau. Je suis rentré tôt. Tôt pour moi voulait dire 21h. Je suis passé au supermarché et j'ai acheté de quoi cuisiner. Parce que j'avais vu une vidéo où un homme faisait des pâtes et sa copine pleurait de joie. Et je me suis dit, voilà, je vais être ce type aux pâtes. Le mari qui fait un effort. J'ai ouvert la porte et l'appartement était trop silencieux. Pas le silence du sommeil, le silence du vide. Le manteau de Léa n'était pas sur le porte-manteau. Ses chaussures n'étaient pas près du tapis. Et sur le plan de travail, il y avait un post-it avec son écriture soignée.
à la salle de sport. Je reviens bientôt. Je l'ai fixé longtemps, comme s'il allait ajouter des mots, si je me concentrais assez. J'ai quand même commencé à couper les oignons, parce que j'avais lancé l'élan et la confiance d'un homme avec un tutoriel enregistré. 30 minutes sont passées, puis 1 heure. L'eau des pâtes a réduit et sifflé, et j'ai regardé mon téléphone. Aucun message. J'ai appelé Léa, messagerie directe. Je me suis dit que son téléphone était dans un casier. Je me suis dit que j'étais parano. Je me suis dit beaucoup de choses ce soir-là. Parce que me raconter des histoires était plus facile que d'admettre que je ne savais pas où était ma femme. Quand elle est enfin rentrée, il était presque minuit. Elle a eu l'air surprise de me voir là, comme si elle avait oublié que l'appartement venait avec un mari. Elle a dit « Oh, tu es là ?» Et j'ai répondu « Oui, je suis là », en gardant une voix calme, parce que je ne voulais pas être le type qui crie. Je voulais être celui qui communique. Elle a posé son sac, évité mon regard, et dit « Désolé, la salle a duré plus longtemps. » Puis elle a ajouté « On a pris des smoothies après. » Et quelque chose s'est serré dans ma poitrine, sur le mot « on ». J'ai dit « C'est qui on ?» Elle a cligné des yeux 2 fois, comme pour gagner du temps. Puis elle a dit « Juste des gens du cours. » J'ai hoché la tête, toujours calme, toujours en train de communiquer. Et j'ai demandé « Quel cours ?» Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis dit « Le spinning. » Et j'ai dit « Tu ne fais pas de spinning. » Elle a répondu « Maintenant si. » Et la façon dont elle l'a dit ressemblait à un défi, comme si elle voulait que je conteste pour pouvoir justifier quelque chose. Et c'est là que j'ai remarqué ses cheveux, pas décoiffés par l'entraînement, mais brossés, et son rouge à lèvres, discret mais présent, et une odeur légère qui n'était pas son parfum habituel, quelque chose de plus propre, comme un savon d'hôtel. Mon cerveau a essayé de plaisanter. Bien sûr qu'elle me trompe. Elle a même amélioré le parfum de la trahison. Mais la blague est morte vite, parce que Léa me regardait avec quelque chose de nouveau sur le visage, un mélange de soulagement et de culpabilité, comme si elle portait un secret depuis trop longtemps. J'ai dit « Léa, parle-moi ». Elle a avalé sa salive et dit « Julien, je ne peux plus faire ça seul. » Et mon cœur a commencé à battre plus lentement, plus lourdement, comme s'il se préparait à l'impact. J'ai demandé « Seul. Comment ça seul ?» Et elle a murmuré « Je suis seul depuis des années. » Et à ce moment-là, son téléphone a vibré sur le plan de travail. Elle a sursauté. Moi aussi, parce que l'écran s'est allumé et le nom affiché n'était pas le mien. C'était un prénom d'homme. Et je ne vais pas mentir, le temps s'est étiré. J'ai remarqué des détails absurdes, comme le reflet de l'écran dans le couteau que je tenais encore. Tout est devenu un gros plan. Le nom disait « Marc ». Et l'aperçu du message disait « Ça va ». Et Léa a attrapé le téléphone trop vite, comme un enfant qu'on surprend. Et j'ai compris que le suspense de ma vie n'était pas au bureau. Il était dans ma cuisine. Et que j'étais le dernier à lire le scénario. J'ai posé le couteau doucement, sans drame, juste avec précaution. Et j'ai dit « C'est qui Marc ?» Le visage de Léa est devenu pâle. Et elle a dit « Julien, s'il te plaît. » Et ce « s'il te plaît » n'était pas une demande. C'était un avertissement, comme si expliquer allait enfin tout casser. Je suis resté là avec des oignons sur la planche, des pâtes fichues dans la casserole, et tout mon avenir suspendu à un téléphone qui vibrait. Et j'ai compris, de la manière la plus froide et la plus claire, que j'avais peut-être trop travaillé, mais que quelqu'un d'autre pointait à ma place dans mon mariage. Léa tenait son téléphone comme s'il pouvait mordre. Je ne l'ai pas attrapé, pas par noblesse, mais parce que je savais que si je le faisais, mes mains commenceraient à trembler, et j'avais passé trop d'années à prétendre que j'étais solide. J'ai répété Marc, plus lentement, comme si prononcer le prénom avec précaution pouvait m'éviter la coupure. Léa a regardé le sol et murmuré « C'est juste un ami », et j'ai failli rire. Pas le rire du bureau, pas le rire qui dit « tout va bien ». Un vrai rire, parce que le mot « ami » est devenu le ruban adhésif des mensonges modernes. J'ai dit « D'accord, alors réponds-lui. Dis à ton ami que tu vas bien. » Les épaules de Léa se sont crispées. Elle n'a pas bougé. Le téléphone a vibré encore. Et j'ai vu le deuxième aperçu. « Tu me manques. » Et à cet instant, mon cerveau a arrêté de négocier. Je me suis senti étrangement calme, comme si mes émotions étaient coincées dans un embouteillage. J'ai hoché la tête vers l'écran et dit « Les amis ne disent pas ça en général. » Les yeux de Léa se sont remplis de larmes, et j'ai attendu une confession, un discours, quelque chose qui ressemblait à une honnêteté adulte. À la place, elle a dit « Julien, ne fais pas le truc de l'interrogatoire. » Et j'ai répondu « Le truc de l'interrogatoire. Léa, je rentre dans ma propre cuisine, et je découvre que ma femme joue dans une série à suspense. J'ai le droit de demander à quelle saison on en est. » Elle a grimacé, comme si mon sarcasme touchait un bleu. Elle a posé le téléphone écran contre le plan de travail,
comme si le cacher pouvait changer ce que j'avais déjà vu. Et elle a dit « Je n'avais pas prévu que ça arrive ». J'ai répondu « On ne prévoit jamais ce genre de choses. On ne planifie pas un incendie. On empile juste du bois sec jusqu'au jour où quelqu'un craque une allumette. » Elle s'est frotté le front et a dit « J'étais seule ». Et ce mot m'a frappé comme une gifle, parce qu'il sonnait si simple, comme si elle parlait de la météo. J'ai dit « Seule », alors que j'étais dans la même pièce. Elle a levé les yeux. Il y avait de la colère derrière les larmes. Elle a dit « Tu n'étais jamais dans la même pièce. Tu étais là, physiquement parfois, mais toujours ailleurs. Dans ton téléphone, dans tes mails, dans ta prochaine promotion. » Elle a pointé mon costume posé sur une chaise et dit « Tu aimes cette vie plus que tu ne m'aimes. » J'ai voulu argumenter, lister chaque facture payée, chaque week-end sacrifié, chaque effort fait. Puis j'ai compris à quoi ressemblent toujours ces listes. Des reçus. Et personne ne s'est jamais senti aimé, grâce à un tableau Excel. J'ai dit « Alors Marc, c'est quoi ton programme de fidélité ?» La bouche de Léa a tremblé. Elle a dit « Arrête ». Et j'ai répondu « J'arrêterai quand tu arrêteras de faire semblant que ce n'est qu'une amitié. » Son visage s'est effondré, et elle a murmuré « Ça s'est passé. D'accord. Ça s'est passé. » Et ma poitrine s'est serrée. Pas de façon spectaculaire. Plutôt comme si quelqu'un avait serré une ceinture autour de mes poumons. J'ai gardé une voix stable, et j'ai demandé « Depuis quand ?» Elle a hésité. Et cette hésitation m'a dit exactement quel genre de vérité allait suivre. Elle a dit « Quelques mois. » J'ai hoché la tête lentement. Quelques mois. Dans mon monde, c'est un trimestre. Un cycle budgétaire. Un clignement d'yeux. J'ai demandé « Et tu le vois à la salle de sport ?» Elle a secoué la tête, puis hoché, puis secoué encore, comme si son corps refusait de soutenir le mensonge. Elle a dit « Il donne un des cours. » Je l'ai fixé, et mon cerveau a essayé d'imaginer Marc, comme si mettre un visage dessus allait m'aider, comme si je pouvais détester une mâchoire, et aller mieux. J'ai dit « Donc tu paies pour aller le voir ?» Et elle a répondu « Ce n'est pas comme ça. » Et j'ai dit « C'est exactement comme ça. Littéralement comme ça. » Léa a commencé à pleurer, d'une façon plus fatiguée. Elle a dit « J'ai essayé de te le dire. Je t'ai supplié. J'ai dit que je voulais toi. Et tu disais toujours « Demain, bientôt, après ce projet, après cette promotion, après qu'on ait plus. » Et je me suis lassé d'attendre un mari qui vivait dans le futur. Je me suis appuyé contre le plan de travail. Et pendant une seconde, je me suis détesté. Parce qu'une partie de moi comprenait, et comprendre est l'émotion la plus inconfortable quand on essaie d'être légitimement en colère. J'ai dit « Alors tu m'as remplacé. » Elle a secoué la tête, vivement, et dit « Je ne voulais pas te remplacer. » Je voulais que tu sois là, mais tu ne l'étais pas. Et lui, oui. Et cette phrase a résonné comme un tampon final sur un dossier. J'ai regardé les pâtes à moitié cuites, les oignons, cette tentative maladroite de romantisme. Et je me suis dit « Je suis rentré tôt une fois, et je suis quand même arrivé trop tard. » J'ai demandé « Est-ce que tu l'aimes ?» Léa m'a regardé, et son silence a répondu avant ces mots. Elle a fini par dire « Je ne sais pas. » Et j'ai répondu « Tu sais assez pour le laisser t'écrire à minuit. » Elle a murmuré. Il me fait me sentir vu, et j'ai failli dire « Félicitations, tu as trouvé le strict minimum. » Mais je me suis retenu, parce que je ne voulais pas devenir celui qui frappe quand l'autre est déjà à terre. Je voulais rester droit, même quand le sol penche. J'ai demandé « Est-ce que tu le vois encore ?» Léa a détourné le regard, et c'était aussi une réponse. J'ai hoché la tête lentement. Comme on accepte une prévision météo, j'ai dit « D'accord, alors, voilà ce qui va se passer. » Léa a relevé la tête d'un coup, comme si elle s'attendait à une explosion. Il n'y en a pas eu. J'ai dit « Tu vas lui dire de ne plus te contacter pendant qu'on essaye de comprendre ce qu'on fait, et si tu n'y arrives pas, alors on a déjà compris. » Léa a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a dit « Ce n'est pas si simple. » Et j'ai répondu « C'est en fait très simple. Ce n'est juste pas confortable. » Elle s'est serré les bras et a murmuré « Tu n'as pas le droit de me contrôler maintenant, juste parce que tu m'as enfin remarqué. » Et ça a fait mal parce qu'elle avait raison. La remarquer maintenant n'effaçait pas des années d'absence. Mais sa douleur n'effaçait pas non plus ce qu'elle avait choisi de faire. J'ai dit « Je ne te contrôle pas. Je pose une limite. Ce n'est pas la même chose. » Léa m'a fixé, et je voyais qu'elle essayait de comprendre quelle version de moi elle avait en face d'elle. Le mari fantôme, toujours occupé, ou l'homme debout devant elle, qui avait arrêté de s'excuser avec des fleurs et qui parlait enfin en phrases complètes. Elle a dit « J'ai besoin de temps. » Et j'ai répondu « Tu as déjà pris du temps, des mois. Tu me les as pris sans me demander. Maintenant, je reprends mon temps. » Elle a tressailli, et le téléphone a vibré encore. Et cette fois, Léa n'a même pas fait semblant de ne pas s'en soucier.
Ses yeux ont glissé vers l'écran, comme attirés par un aimant. J'ai dit « Réponds ». Elle a murmuré « Julien, s'il te plaît ». Et j'ai dit « Réponds en haut-parleur ». Son visage s'est figé, comme si je l'avais poussé sous un projecteur. Elle a dit « Non ». Et j'ai répondu « Alors fais une valise, parce que je ne dormirai pas dans une maison où les secrets vibrent sur le plan de travail. » Ses yeux se sont écarquillés. Elle a dit « Tu me mettrais dehors ». Et j'ai répondu « Je me protégerai ». Léa a tendu la main vers le téléphone, hésitante, tremblante. Et j'ai compris que le vrai retournement n'était pas seulement qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais qu'elle était devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un capable de me regarder et de choisir quand même le téléphone. Avant qu'elle ne décide, l'écran s'est allumé. Un appel entrant. Marc. Pas un message. Un appel. Direct. Sûr de lui. Et Léa est restée figée. Et j'ai su que quoi qu'elle dise ensuite, ma vie venait de se couper en un avant et un après. Et je ne savais pas encore que le pire n'était pas là. Parce qu'à ce moment précis, mon propre téléphone a vibré. Une notification d'un numéro inconnu. Et le message disait « Si tu veux la vérité sur ta femme et Marc, retrouve-moi demain à midi. Seul. » Je n'ai rien montré à Léa. Pas pour la protéger, mais parce que j'avais besoin que quelque chose, ce soir-là, m'appartienne encore. Elle a quand même regardé mon téléphone, comme si elle sentait que la gravité changeait. Je l'ai glissé dans ma poche et j'ai dit « Tu devrais faire ta valise. Sans colère. Sans crier. Juste factuel. » Comme on annonce le temps qu'il fera, Léa a ouvert la bouche, l'a refermée, puis dit « Tu ne peux pas décider ça comme ça. » Et j'ai répondu « Regarde-moi. » Puis elle a lâché un rire sec et défensif et a demandé « Et je vais où ?» Et j'ai répondu « Quelque part d'honnête. » Elle m'a regardé comme si j'avais changé de langue. Puis elle est allée dans la chambre. Les tiroirs s'ouvraient et se fermaient. Le bruit d'une vie qu'on plie temporairement dans une valise. Je suis resté dans la cuisine et j'ai nettoyé. Parce que apparemment c'est ma façon de gérer le stress. Essuyer des plans de travail pendant que mon mariage se dissout. Quand elle est revenue, elle avait l'air plus petite, enveloppée dans une veste, comme si elle partait en plein hiver alors qu'il ne faisait pas froid. Elle s'est arrêtée près de la porte et a dit « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Et j'ai répondu « La plupart des gens ne le veulent pas. Ils veulent juste ce qu'ils veulent plus fort. » Elle a tressailli, puis dit « Je t'appellerai demain. » J'ai hoché la tête sans faire confiance à ma voix. La porte s'est fermée, et l'appartement a semblé plus grand et plus vide en même temps. J'ai dormi sur le canapé, même si j'étais seul, parce que la chambre ressemblait à une scène de crime. Le matin, je me suis réveillé tôt, par habitude. J'ai préparé du café pour 2 par réflexe. Puis j'en ai versé une tasse dans l'évier. Je suis resté à regarder mon téléphone. Le message du numéro inconnu était là, immobile, comme une énigme qui refusait de disparaître. J'ai hésité. Rencontrer un inconnu qui promet la vérité ressemble toujours au début d'une mauvaise décision. Mais la curiosité et la peur se sont liguées contre moi. J'ai répondu. Où ? La réponse est arrivée trop vite. Café du centre près de la Seine. J'ai presque ri du sens du drame de l'univers. Je suis quand même allé travailler, évidemment. Mais rien n'avait de sens. Chaque mail sonnait creux. Chaque réunion semblait absurde. Mon patron m'a demandé si ça allait. J'ai dit « Nuit compliquée », ce qui était un euphémisme. À midi, je suis parti sans demander. Ce simple geste ressemblait déjà à une évolution de personnage. Le café était plein, briques apparentes et musique douce. L'endroit où les gens parlent de livres qu'ils n'ont pas terminés. J'ai commandé un café que je n'ai pas bu, et j'ai attendu. J'ai regardé ma montre 2 fois. Puis une femme s'est assise en face de moi, sans demander. Elle avait à peu près mon âge. Calme, regard précis. Elle a prononcé mon prénom comme si elle l'avait répété avant. J'ai demandé qui elle était. Elle a souri légèrement, et dit « Quelqu'un qui en a eu assez de se faire mentir. » J'ai attendu. Elle a pris une inspiration, et dit « Marc a un schéma. » Et cette phrase m'a confirmé que je n'étais pas spécial. Elle m'a expliqué qu'elle était son ex, sans colère, sans théâtre, juste fatiguée. Elle a dit qu'il aimait les femmes mariées, pas parce qu'il les voulait, mais parce qu'elles étaient déjà à moitié convaincues d'être malheureuses. Il écoutait, il validait, il devenait indispensable. Je me suis senti malade, d'une façon très mentale. Elle a fait glisser son téléphone vers moi. Des messages. Rien d'explicite. Juste une intimité émotionnelle, empilée, ligne après ligne. Je n'ai pas tout lu. Je n'en avais pas besoin. Je lui ai rendu le téléphone et demandé pourquoi elle me disait tout ça. Elle a répondu. Parce que la dernière fois, je me suis tu et j'ai regardé une famille exploser. Et j'ai décidé que je ne serais plus un personnage secondaire dans les dégâts des autres. Je l'ai remerciée. Sincèrement. Elle a hoché la tête, s'est levée et est partie sans scène, laissant derrière elle une vérité livrée, puis abandonnée. Je suis resté là longtemps, avant de retourner travailler
et de finir la journée comme un robot qui venait d'apprendre une chose essentielle. L'attention est une monnaie, et certains savent très bien la contrefaire. Le soir même, Léa a appelé. J'ai laissé sonner avant de répondre. Elle a dit qu'elle était chez sa sœur. J'ai répondu d'accord. Elle m'a demandé si j'avais réfléchi à ce qu'elle avait dit. J'ai répondu que oui, et que j'avais aussi appris des choses. Il y a eu un silence. Puis elle a demandé « À propos de nous ?» J'ai dit « À propos de toi, de lui, de moi ?» Elle a demandé si j'allais lui pardonner. Et cette question m'a frappé par son étrangeté. Comme si le pardon était un interrupteur que je devais actionner à l'heure prévue. J'ai dit que je n'en étais pas sûr. Elle s'est mise à pleurer. Plus fort cette fois, en disant qu'elle avait l'impression de me perdre. J'ai répondu qu'elle m'avait déjà perdu quand elle avait décidé que j'étais optionnel. Le silence est retombé. Puis elle a dit que ce n'était pas juste. Et j'ai répondu que la trahison avec une esthétique, bien-être, ne l'était pas non plus. Elle a murmuré qu'il la comprenait. Et j'ai dit « Non, il t'a étudié. Ce n'est pas pareil. » Elle n'a pas protesté. Ce qui m'a fait comprendre qu'elle commençait à le voir. Mais voir n'efface rien. Elle a proposé une thérapie de couple. Et pour la première fois, je n'ai pas dit oui immédiatement. J'ai dit que je voulais d'abord de l'honnêteté. Elle a répondu qu'elle était honnête. Et j'ai dit « Alors bloque-le, ce soir. » Elle a hésité. Encore. Et cette hésitation disait plus que n'importe quel aveu. J'ai dit « Léa, c'est maintenant, pas demain. Pas quand tu te sentiras prête. » Maintenant, elle a murmuré qu'elle avait besoin de temps. Et j'ai fermé les yeux en disant « Alors, on s'arrête là pour l'instant. » Elle a prononcé mon prénom, comme si elle se noyait. Mais je n'ai pas lancé de bouée, faite d'excuses. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré. Un message de Marc lui-même. Il disait qu'on devrait parler d'homme à homme. J'ai souri. Parce que rien ne sent plus la manipulation que de prétendre à une conversation équitable, j'ai répondu non, puis je l'ai bloqué. Et dans ce geste simple, j'ai senti quelque chose revenir. Pas le bonheur, pas la paix. Mais le respect de moi-même. Et c'était déjà un sol solide. Les jours suivants ont été étranges. Comme si ma vie chargeait lentement. Léa envoyait un message par jour. Prudente. J'y répondais brièvement. J'ai pris de vrais congés. J'ai nettoyé l'appartement pour me rappeler que j'y vivais aussi. J'ai retrouvé des photos. Je les ai rangées dans une boîte, sans colère, ni larmes. Un après-midi, Léa a demandé qu'on se voie pour parler. J'ai accepté sans peur. Elle m'a montré qu'elle avait bloqué Marc. Je l'ai remerciée. Elle a demandé si c'était trop tard. J'ai dit que je ne le savais pas, mais que je ne me battrais plus jamais pour ma propre place. Plus tard, un matin clair. La décision est venue sans bruit. Je l'ai vue une dernière fois, et je lui ai dit la vérité, calmement. Je lui pardonnais, mais je ne continuerai pas ce mariage. Le pardon n'est pas un retour en arrière. C'est une libération. Elle a pleuré. M'a demandé si quelque chose aurait pu changer. J'ai répondu oui. Il y a des années. Pas maintenant. Je suis parti plus léger. Le travail est redevenu du travail. La vie s'est remplie de choses simples. Repas chaud, nuit calme, présence réelle. J'ai compris que l'amour ne supplie pas pour exister. Je n'ai pas perdu ma femme à cause d'un autre homme. Je me suis retrouvé après m'être perdu partout ailleurs. Et c'était la vraie victoire.